jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, c'est le président de la Commission des Finances, Éric Woerth, député Les Républicains de l'Oise, d'être sur notre plateau. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Alors on a plein de questions. D'abord parce que dès que je croise quelqu'un, on me demande mais comment on va rembourser notre dette, 120% du PIB, un niveau jamais atteint, je crois d'ailleurs. Comment on va faire pour rembourser notre dette? Avant de parler du carton jaune de la Commission européenne, commençons par ça. Est-ce que l'argent n'a plus de valeur? Alors les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs. C'est-à-dire on va vous payer pour emprunter, quoi. C'est assez rare. On va gagner de l'argent à emprunter. C'est évidemment quelque chose de très dangereux. C'est un allié, enfin c'est un arbre qui masque la forêt qu'à un moment donné on devra bien rembourser. Il y a 15 ans peut-être. Il y a 15 ans, on était 2 fois moins endetté, mais on payait 2 fois plus d'intérêt. D'ailleurs, la charge de la dette baisse en ce moment. Elle baisse, oui, un pourcentage de PIB, elle baisse. Elle est, je ne vais pas citer de chiffres, mais elle est incroyablement légère par rapport. Mais il n'empêche que les taux d'intérêt, ça va, ça vient, la dette, ça reste. Et donc c'est un sujet. Alors comment on la rembourse? Il faut la rembourser d'abord, puisque je pense que tout le monde se met à peu près d'accord là-dessus. Soit par l'inflation, c'est-à-dire qu'on écrase le poids de la dette, mais on écrase évidemment les épargnants à ce moment-là. Vous y croyez à l'inflation? Aujourd'hui, non. Pas dans les mois ou peut-être même les 2-3 ans qui viennent, à la fois par la BCE et puis par les caractéristiques de l'économie. Mais à un moment donné, il en faudrait quand même un tout petit peu plus. Donc l'inflation, c'est pas nécessairement un bon outil parce que ça appauvrit beaucoup de monde. Ça peut être aussi par la croissance. Et moi, je crois à ça. Ça peut être par la croissance. Il faut augmenter la croissance potentielle, c'est-à-dire aller au-delà de la croissance d'avant Covid, aux alentours d'1,3 pour la France. La France, elle vaut plus. Et si elle n'arrive pas à déclencher ce mouvement de croissance, alors elle n'arrivera pas ni à financer son rebond, ni à financer ses transitions, ni à financer son modèle social. Et puis, il y a quand même aussi l'idée qu'on peut rembourser la dette par l'augmentation ou par la baisse de la dépense, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné de baisser considérablement les dépenses publiques. Et ça, quoi qu'il arrive, on a besoin évidemment de le faire. L'augmentation des impôts, c'est une impasse. Dans un pays qui est probablement un des pays les plus imposés au monde, quel que soit le type d'impôt, c'est évidemment pas un chemin possible. Alors baisser la dépense, on n'en prend pas le chemin, c'est ce que nous dit la Commission européenne qui a épinglé la France hier en disant que, bien sûr, elle avait autorisé les États à déroger aux règles habituelles des déficits publics, mais qu'en la matière, la France l'avait fait au profit de dépenses structurelles, donc pas des dépenses d'urgence, mais des dépenses qui vont se reproduire dans le temps, comme par exemple l'augmentation du salaire des personnels soignants, ou encore la baisse des impôts de production. C'est vrai que le plan de relance ou l'urgence sont parfois un peu bon dos, quoi. C'est un peu un alibi pour replonger dans les mots MAUX français, c'est-à-dire la capacité de répondre à un problème toujours par des moyens financiers supplémentaires. Que le gouvernement a pris prétexte de la crise pour... Je ne dis pas que c'est volontaire, je ne veux pas rentrer dans... on est dans une crise majeure, donc je ne fais pas de procès d'intention. Mais je dis simplement que le quoi qu'il en coûte, il a quand même beaucoup de limites, énormément de limites, et on est en train de les atteindre. On ne peut pas transférer tous les risques d'aujourd'hui vers le futur, quoi, aux générations futures, parce que c'est ça que ça veut dire. Et donc il y a dans la relance des dépenses qui sont des dépenses proprement budgétaires. Et d'ailleurs, hors Covid, quand on regarde les dépenses hors Covid, on est à 2,9% d'augmentation de la dépense, alors qu'on était à 3 fois moins hors Covid, avant Covid. Alors donc, on en a profité comment? Des exemples? Je vous prends des exemples. Alors, vous avez cité l'augmentation des personnels de santé. C'est un sujet super sensible, c'est un sujet assez compliqué, on ne sait pas comment le prendre. Évidemment qu'on a besoin de personnel de santé, évidemment qu'on a trouvé le personnel de santé formidable. Il suffit d'aller dans l'hôpital d'ailleurs pour le remarquer, qu'ils ne sont pas assez payés. Tout ça, oui. Mais in fine, ça veut dire que cette augmentation, elle vaut pour toujours, tout le temps. On aurait pu verser des primes, négocier des augmentations de salaire, augmenter les qualifications, enfin, changer l'organisation à un moment donné. Alors je sais bien que c'était pas le moment dans une période de crise, mais la réponse est une réponse, c'est ce que dit assez froidement la communauté, la commission, c'est qu'il y a évidemment 7 à 8 milliards d'euros qu'on va retrouver tous les ans. Tous les ans. Quand on embauche un fonctionnaire, c'est pour 40 ans. Hors Covid. Je vous prends un autre, la baisse des impôts de production
production, c'est un peu différent. Parce que la baisse des impôts de production, c'est au fond quand même un investissement sur la compétitivité des entreprises. Et il n'empêche que, évidemment, une fois qu'on les a baissés de 10 milliards par an, ils sont baissés 10 milliards par an. Un bon plan de relance, en général, il est rétractable, c'est-à-dire qu'il est réversible. C'est une dépense une fois et réversible. Et puis il y a des dépenses qui sont des dépenses budgétaires classiques. Mais vous l'auriez fait, pense, vous, la par baisse d'impôts de exemple. production ? Oui, on la demande depuis 3 ans, donc 10 milliards, il y a 70 milliards à faire, donc on est loin du compte, mais on voit bien qu'il faut les baisser. Et il y a des dépenses du type... Est-ce que vous trouvez que je vous donne deux ou trois dépenses qui sont des dépenses qui sont vraiment importantes ici. Est-ce que c'était la bonne cible pour la Commission européenne? Est-ce qu'il fallait critiquer le gouvernement pour avoir baissé des impôts qui structurellement handicapent la compétitivité de l'industrie française? En tout cas, la Commission, elle connaît la France. Donc elle connaît notre incroyable capacité à ne jamais respecter ce qu'on dit sur le plan des finances publiques. Donc elle n'est pas quand même dupe, on n'est pas dans une cour de récréation de gens naïfs. Donc la France, elle ne respecte jamais. Il y a d'ailleurs la Cour des comptes encore hier l'a montré, on le dénonce depuis longtemps, et à titre personnel je le dénonce depuis longtemps, il y a des lois de programmation, c'est-à-dire qu'on programme, comme une entreprise a des budgets sur plusieurs années, des programmes d'investissement sur plusieurs années. On ne les respecte jamais. En temps de crise et hors temps de crise. Donc il y a des moments où il faut juste resserrer, non pas les boulons, mais il faut resserrer notre sérieux dans la capacité à essayer de prévoir les choses. La souveraineté financière, c'est fondamental. Dépendre systématiquement des marchés, dépenser 2 fois plus que ce que l'on gagne, c'est le cas aujourd'hui. On va emprunter, en réalité, 260 milliards d'euros cette année. Le niveau des retraites, c'est de l'ordre de 300 milliards. Donc on atteint le niveau des recettes fiscales, c'est à peu près 220 milliards d'euros. C'est le niveau du déficit de l'État. Donc on jongle avec des indicateurs qui sont extrêmement dangereux. Alors il faut rebondir. Évidemment qu'il faut rebondir, mais il y a d'autres pays qui rebondissent moins cher, mais il y a d'autres pays surtout qui ont abordé la crise dans une situation de faiblesse, dans une situation de force plus importante que la nôtre. Et le corps social français et le corps économique, il a été touché par la deuxième vague, étant plus faible et plus affaibli que d'autres pays. Ça fait 20 ou 30 ans qu'on dit la même chose sur la nécessité de réformer l'appareil d'État, de baisser la dépense. Ça a souvent été fait. Hein. Oui, ça a été fait, mais de manière partielle. Regardez la réforme des retraites, il faut la refaire tous les 5 ans, tous les 10 ans. On l'avait dit, on avait prévu, on avait dit dans 10 ans. Il suffit de reprendre ce que je disais en 2010. Une bonne fois pour toutes, comme voulait le faire le président Macron, avec une réforme qui était sur la réforme par points, où ça ajustait. Mais ça ne changeait rien du tout. C'était strictement, des points, c'est une modalité de calcul. Point final. Hypocritement, ça permettait de baisser le montant des pensions, si on le voulait. Ouais, c'est pas le sujet, c'est de savoir combien de temps on travaille pour payer sa retraite quand on est. Donc le sujet, c'est le temps de travail. Mais évidemment, et globalement d'ailleurs, la France, elle ne devrait plus raisonner en temps horaire de travail. Elle devrait se poser la question macroéconomiquement, combien j'ai d'heures de travail pour produire la richesse dont j'ai besoin, pour investir et pour aussi avoir des politiques d'égalité et de protection sociale. C'est une question qu'on ne se pose pas, et pas bien en tout cas. La croissance française, hier on a été un peu douché par la révision de ces perspectives, son cadrage macroéconomique par le gouvernement. Ça sera plus 8%, mais 6% en 2021. Là, 2 questions. D'abord, pourquoi est-ce que finalement le rebond n'est pas aussi fort qu'attendu? Deuxièmement, est-ce que vous avez travaillé pour rien sur le budget 2021? Moi j'ai toujours dit que ce budget il était mort-né. J'avais demandé que ce soit accompagné de scénarios. Enfin, évidemment, je suis cohérent avec moi-même. Maintenant, est-ce que ce sera 6, 7 ou 8? En réalité, personne n'en sait rien. Sur le gouvernement, il révise en fonction comme on va partir de plus loin, on aura moins de croissance l'année prochaine. Non, on a imaginé un rebond plus fort, comme on l'a eu au 3e trimestre. Non, oui, mais c'est déjà un rebond assez fort. On va partir de plus loin. Les acquis de croissance seront inférieurs, donc on peut penser que la deuxième vague va évidemment entamer 2021, puis nul ne pense qu'au 31 décembre, la deuxième vague s'est terminée, toute l'économie réouvre. Il faut évidemment que les commerces y rouvrent maintenant. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de tenir les commerces fermés. Est-ce que vous êtes justement, alors on a eu tout à l'heure le président de la Compagnie des Alpes sur ce plateau, on a compris, et lui et nous, que la tendance est de ne pas rouvrir les stations de ski à Noël. Est-ce que vous comprenez le gouvernement ? Je ne sais pas ce qu'il faut faire sur le plan épidémiologique. Je sais bien qu'il y a 67 millions de médecins en ce moment, mais je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a quand même des études à peu près sérieuses. Alors tout le monde se balance toutes les études à la figure, mais enfin il y a des études à peu près sérieuses qui disent que c'est pas dans les commerces, etc. Il suffirait d'avoir un pays et une population très disciplinée sur les respects des gestes, etc., sur la limitation de l'interaction sociale, et on pourrait faire beaucoup de choses. On pourrait aller faire ses courses sans problème. Je ne vois pas pourquoi on a fermé les commerces.
j'étais contre avant. J'étais interrogé là-dessus avant les mesures de confinement. J'ai pensé que c'était pas une bonne idée. Et c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne façon de faire. Les stations de ski, comment voulez-vous à un moment donné qu'elles amortissent leurs investissements qui sont absolument colossaux? Il faut bien à un moment donné qu'elles réouvrent dans des conditions avec moins de monde. De toute façon, il y aura moins d'étrangers, donc ça régule. Moi, je pense qu'il faut évidemment laisser ouvertes les stations de ski. C'est le ski sans la fête. Hein. Ça, c'est sûr que ceux qui ont envie de faire la fête le soir, c'est pas le cas. Il faut trouver un équilibre. Et on n'a pas encore tout à fait réussi à trouver cet équilibre. Il ne faut pas rater le déconfinement, comme on l'a raté le gouvernement, mais collectivement aussi. On s'est laissé aller cet été. Donc il ne faut pas rater le déconfinement. Encore une dernière question sur le budget européen, bloqué par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie depuis hier. C'est absolument indispensable que ce budget européen soit voté? Ah oui, parce que d'abord, je pense, une avancée vraiment formidable de pouvoir essayer de mutualiser d'une certaine manière une dette qui permette à des États de financer une partie de leur relance. Donc c'est très très important et ça veut dire beaucoup de choses. Européenne. Moi, je suis terriblement français, comme beaucoup, et terriblement européen. Et ça marche bien ensemble. Et je ne crois pas qu'on puisse se réjouir d'un affaiblissement de l'Europe. Là, c'est un renforcement de l'Europe, et c'est tant mieux. Simplement, c'est super compliqué de travailler à 27 ou à 28. C'est super compliqué, et on a un problème de rythme de décision et de rythme de mise en place des décisions. Il faudra un jour que l'Europe quand même se penche là-dessus. On ne peut pas décider aussi tard et dans des conditions aussi compliqué. On ne peut pas être bloqué par la Pologne et par la Hongrie pour des sujets de cette nature. Merci Eric Woerth, président de la Commission des finances, d'avoir été notre invité dans Good Morning Business.